Reprend le fil, hein, qui était de revenir à des questions qui concernent tous nos compatriotes, qui est la question de la répartition des richesses, le débat sur les révolutions ou réformes fiscales que vous avez décidées, et la question des inégalités dans notre pays. C'est Romaric Gaudin qui va nous rejoindre pour tout cela, et on va voir, pour introduire ça, une petite vidéo qui est celle d'un banquier, en fait d'un chef économiste d'une banque qui était à Mediapart le 8 novembre. Écoutez ce qu'il dit. Donc il parle depuis une banque, en l'occurrence la Saxo Bank. Le souci aujourd'hui, il faut être très direct, c'est que c'est un parti pris. Vous n'avez pas de vérification économique que ça puisse effectivement qu'il y aura ce ruissellement vers le reste de la population. Le gros problème, je pense, et le gouvernement va vite s'en rendre compte, c'est que l'image aujourd'hui, et c'est un biais très parisien, je pense, c'est de dire on avantage la French Tech. Vous avez l'image du fameux entrepreneur, grosso modo, c'est Xavier Niel, effectivement, qui investit dans plein de startups, etc. La Startup Nation. Voilà. Ouais. Mais si on regarde deux points, les créations d'emplois aujourd'hui, elles se font essentiellement dans le secteur des services peu qualifiés. Donc on est très loin de cette fameuse French Tech, Startup Nation. Deuxième point, c'est que je pense qu'en termes de proportion, je n'ai pas lu d'études, mais c'est un ressenti, en tout cas, notamment avec les clients avec lesquels je suis en contact. Finalement, l'image de l'entrepreneur qui va investir dans plein de startups, il y en a assez peu. La plupart, ils vont gérer leur patrimoine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on va le mettre dans l'immobilier et on va le mettre sur les marchés financiers, sur des bonnes valeurs de père de famille, hein, typiquement Total. Donc, il y a assez peu d'effets ensuite sur l'appareil productif. Et je crois que le gouvernement va rapidement s'en rendre compte. Il n'y aura pas ces effets-là qui vont se matérialiser. Monsieur le Premier ministre, le projet de loi de finances, dès le 1er janvier, prévoit de défiscaliser les revenus du capital et le capital lui-même à hauteur de 6 milliards d'euros à peu près. Selon les chiffres qui ont été transmis par Bercy à la Commission des finances du Sénat, ça représente un chèque moyen pour les 100 premiers contributeurs actuels à l'ISF de environ 1,58 million d'euros. Ça, c'est dès le 1er janvier. J'adore votre expression, ça représente un chèque. Non, ça représente une somme qu'on ne va pas prendre à des gens. Oui. C'est pas pareil. Ouais, ça leur fera 1,58 million de plus. Non, ça leur fera la somme que vous mentionnez qui ne leur sera pas prise. C'est voilà. un tout petit Donc peu ils auront différent. 1,58 million d'euros supplémentaires, vous avez raison, sur leurs revenus, là-dessus on est d'accord, par rapport à 2017. Bon, ça dès le 1er janvier. En revanche, vous avez pris aussi des mesures de soutien au pouvoir d'achat sur les ménages moyens et modestes, mais ces mesures, elles sont lissées, elles sont fragmentées. La baisse des cotisations maladie et chômage, c'est en 2 fois en 2018. La suppression de la taxe d'habitation pour 80% des contribuables, oui. C'est sur 3 ans. On pourrait parler de certains relevés. La baisse de l'IS, c'est sur 5 ans. Voilà. Donc vous avez toute une ça ne va pas dans le sens de votre Non, ça va pas dans le sens, mais il y a quand même une première baisse de l'IS dès le 1er janvier. Nos auditeurs, en vous interrompant l'un l'autre, jusqu'au bout, Romain. On a quand même, dans ce PLF 2018, je parle bien du PLF 2018... Projet de loi de finances. Voilà, projet de loi de finances 2018, le sentiment qu'on met la défiscalisation en priorité sur le capital et le revenu du capital, avant de la mettre sur les ménages modestes et moyens. Et lorsque Bruno Le Maire, hier, à Bercy, déclare que... le gouvernement est déterminé à faire du combat contre les inégalités un combat français et européen, on a quand même un peu de mal à le croire, puisque cette politique, par nature, va creuser les inégalités, du moins en 2018. On est au cœur de la question une politique de droite, c'est-à-dire une politique en faveur des plus fortunés. C'est sûr que si vous prenez le sujet par le biais, par exemple, de la suppression de l'ISF, qui n'est d'ailleurs pas supprimée, puisqu'on conserve... Qui est transformée. Qui devient un impôt immobilier. Qui devient un impôt sur la fortune immobilière. Le capital. Oui, enfin, sauf si vous... Pardon, non, parce que l'immobilier, c'est une forme de capital. Donc, qui concerne le capital immobilier, pas le capital circulant. On considère parfois le capital immobilier, c'est un capital
solidifié. Oui, bon, mais voilà. Mais bon, passons. Vous parliez de Durkheim, Oui, on peut faire de la, bien de luxe. Si vous de considérez... la sociologie. Non, Le non, mais- capital immobilier, c'est aussi bien des classes moyennes supérieures. Le capital circulant, c'est-à-dire vraiment l'investissement, Oui, enfin, l'argent, la spéculation. On est dans un monde social on change pas les seuils. plus caractérisé. On ne change pas les seuils de l'IFI par rapport à l'ISF. C'est-à-dire qu'il faut avoir un capital immobilier supérieur, compte tenu des investissements, enfin vous savez, au-delà de 1 300 000. Donc ça ne change pas. Hein. Voilà. Mais simplement, on ne l'applique qu'au capital immobilier. Ça coûte 3,7 milliards d'euros. De toute façon, c'est vrai que si vous considérez le fait que le président de la République avait pris l'engagement de supprimer l'ISF, quand on supprime l'ISF, on supprime, c'est vrai, un prélèvement sur ceux qui le payent. Et donc par définition, ceux qui le payent et ne le payant plus s'en trouvent probablement plus à l'aise. Très bien, je l'assume parfaitement. Pourquoi ? Parce que je pense que l'ISF n'était pas un bon impôt. Alors vous avez raison, il rapportait des sous, 3,5 milliards, c'est évidemment une somme importante. 3,5 milliards, c'est un peu plus, mais comme on garde l'IFI, disons 3,5 milliards, c'est une somme importante. Mais je crois qu'il coûtait aussi beaucoup. Alors évidemment, dire comme ça qu'il coûtait, ça peut sembler curieux, ça peut sembler abominablement de droite, mais c'est un fait. Parce que ce qu'on sait, c'est que, à raison de l'ISF, peut-être pas seulement de l'ISF, mais beaucoup de l'ISF, à raison de l'ISF, on avait de façon régulière, continue et absolument pas négligeable, un départ de contribuables de la base nationale. Pas pour faire de l'optimisation fiscale ou de la fraude, hein, un départ. Je dis, écoutez, voilà, je considère que maintenant je vais passer le plus clair de mon temps ailleurs qu'en France et que donc je ne serai plus imposable à l'ISF, mais je ne serai plus imposable à un quelconque autre impôt, en tout cas un impôt sur le revenu, en France. Et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer en disant que les un peu moins de 10 000 départs qu'on a observés des contribuables les plus fortunés dans les 10 dernières années, dans les 12 dernières années, ils ont conduit à un départ de la base imposable de 35 milliards d'euros. Pas de 35 milliards de produits, hein, mais de 35 milliards. C'est-à-dire qu'en perdant les contribuables à l'ISF, on perdait ceux qui, par ailleurs, payaient le plus à l'impôt sur le revenu. Et donc, c'était un mauvais impôt. C'était un mauvais impôt parce qu'il contribuait à faire partir ou à ne pas attirer des gens qui, par leur travail ou par leur richesse, parfois ça va ensemble, parfois ça n'allait pas forcément ensemble, pouvaient contribuer à la richesse nationale. Et donc j'assume parfaitement d'avoir mis en œuvre une décision qui avait été présentée et proposée par le président de la République pendant sa campagne. Quel est l'objectif des premières mesures fiscales que nous avons prises et je dirais de l'ensemble des dispositions fiscales que nous avons proposées? Il est de dire qu'il faut faire en sorte que l'initiative et la création de richesses se passent chez nous. Et que ça passe par d'abord une grande simplicité et une grande stabilité et une grande prévisibilité des dispositifs fiscaux. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'impôt sur les sociétés. Notre objectif, c'est de le ramener en 5 ans à 25%. Pourquoi ? Parce que c'est à peu près la moyenne européenne, 25%, et qu'aujourd'hui on est au-dessus de 30%, et qu'on est au-dessus de la moyenne européenne, et qu'il ne nous semble pas absurde de faire en sorte que les entreprises françaises, ou les entreprises en France qui payent l'impôt sur les sociétés, soient dans une situation fiscale qui ne soit pas moins favorable que leurs compétiteurs, parce que leurs voisins, c'est vraiment leurs compétiteurs. Bon, donc on prévoit cette diminution. Il nous a semblé aussi que le foisonnement de la fiscalité sur le capital, foisonnement, avec des niches, optimisation tout à l'heure, avec des niches dans tous les sens, était probablement pas la meilleure solution pour avoir quelque chose d'efficace. Et donc, on a proposé un prélèvement fiscal unique à hauteur de 30%. Ce n'est pas juste une simplification, c'est aussi une baisse. C'est aussi et vous avez insisté sur le fait que c'était une baisse plutôt marginale et que là encore, on est bien d'accord que ce sont les gens qui ont les revenus du capital les plus importants qui vont bénéficier de cette pratique. Dans le premier temps, au moment où on met la mesure, c'est vrai. Parce qu'en dépit des niches, apparemment, ils avaient l'air de payer beaucoup, selon vous. En tout cas, nous a semblé utile de faire en sorte que le dispositif fiscal français permette aux entreprises ayant reconstitué leur taux de marge d'investir, de créer des emplois
de développer leur activité en France et à l'international. C'est cette idée qu'en faisant cela, ça va ruisseler sur le reste de la société. Je ne crois pas avoir jamais parlé de ruissellement. Non, mais c'est ce qu'on a entendu dans tout ce débat-là. Oui, mais je ne crois pas avoir jamais parlé de ruissellement. Parce que je ne suis pas sûr de croire à la théorie du ruissellement. Je pense, alors vous croyez à quoi? Quelle sera l'efficacité économique pour tous de ces mesures? Je pense en revanche qu'on a plus de chances de créer des richesses et de pouvoir les redistribuer si on est compétitif par rapport aux autres pays. Et je pense que le système fiscal qu'on avait mis en place progressivement, de façon parfois désordonnée, ne permettait pas d'atteindre cette compétitivité. Mais j'ai jamais pensé, et là encore je le dis, et je l'ai déjà dit publiquement, j'ai jamais pensé que la compétitivité d'un pays, c'était simplement l'instrument fiscal qui la permettait. Je pense que la compétitivité d'un pays, c'est un ensemble de mesures dont l'instrument fiscal fait partie, mais qui ne s'y résume pas. Il y a aussi le droit du travail, et vous aurez peut-être remarqué qu'en matière de droit du travail, on a justement été extrêmement attentif aux petites entreprises. Toutes petites entreprises. Ben oui, on va y revenir. Aux toutes petites entreprises, parce qu'on a pensé que justement, il fallait faire en sorte que celles-là puissent plus facilement recruter, que celles-là puissent plus facilement organiser les conditions du dialogue social. Bref, qu'une attention dans le droit soit portée de façon spécifique aux plus petites entreprises qui ne sont pas les plus visibles, quoique on les voit tous les jours dans la rue, hein, mais qui ne sont pas forcément les plus connues, mais qui sont les plus nombreuses et qui sont surtout celles qui sont le plus susceptibles collectivement de recruter le plus grand nombre de Françaises, de Français, et donc de créer le plus grand nombre d'emplois. Et ça n'est pas que ça. C'est aussi des investissements privés et publics. C'est aussi une transformation de la formation professionnelle et de l'apprentissage, parce qu'un des éléments de la compétitivité d'un pays, c'est son qualité, la qualité de sa formation et la qualité de l'adaptation de sa formation. Bref, c'est un ensemble, et on a essayé d'aborder cette question par tous les bouts, en commençant par la fiscalité, par le droit du travail, en la continuant par les questions d'investissement, de compétitivité de l'industrie, d'attractivité du territoire, et de formation professionnelle et d'apprentissage, et même de formation initiale, puisque vous avez vu que nous préparions une transformation du système d'entrée dans l'enseignement supérieur, parce que là encore, on pense qu'on peut faire beaucoup mieux que le système actuel. Et je voudrais quand même... Je fais des réponses trop longues, hein, mais c'est comme ça. Non, mais vous resterez une demi-heure de plus. Je ne suis pas sûr de pouvoir, mais je voudrais quand même vous dire que si tout fonctionnait vachement bien, je veux dire, si la France s'était retrouvée en 2017 dans une situation où elle aurait eu un taux de chômage, je ne dis pas exceptionnel, mais on va dire comparable, par exemple, à l'Allemagne ou à l'Angleterre. Si elle s'était trouvée dans une situation de ses finances publiques maîtrisée, si elle s'était trouvée dans une situation de confiance, d'optimisme exceptionnel, si elle s'était trouvée, bref, dans une situation de progrès, de croissance, de confiance, de force, de puissance et de sécurité qui aurait justifié que personne ne fasse rien, eh bien ça se serait vu. Et ce qu'ont dit les électeurs, et ce que moi je constate indépendamment de ce que peuvent dire les électeurs, c'est que la situation du pays en 2017, elle n'était pas satisfaisante. Considérer que aucun de ces domaines ne justifie pas forcément les mesures que vous prenez. J'ai pas dit. Alors, mais ça justifie certainement pas qu'on continue à faire comme avant. Et on est voilà. d'accord. Et donc nous, on est arrivés en faisant des choses sur quoi on s'était engagé. Ça peut peut-être surprendre, enfin quand même d'une certaine façon, ça devrait au moins. Ce qui là encore ne dispense pas de critique. Mais attendez, je n'ai pas du tout dit qu'il fallait être dispensé de critique, je les entends parfaitement. Mais simplement, je dis que, un, la situation n'était pas bonne, deux, qu'on a proposé, pendant la campagne présidentielle, le président de la République a proposé des mesures, que nous les mettons en œuvre, de façon cohérente et rapide, c'est vrai, de façon à produire un impact, à faire en sorte que les entreprises se développent ou viennent s'installer en France, plus qu'elles ne le faisaient. J'ai bon espoir que cette politique puisse se traduire en bonnes nouvelles et que, d'une certaine façon, ce soit instruit par l'expérience qu'on puisse répondre aux questions que vous posez. Dans ce cas, tout de même, et pour en finir avec cette question, le président de la commission, toujours lui, des finances du Sénat, avait demandé à Bercy de faire tourner le modèle macroéconomique sur ces deux mesures que sont la suppression de l'ISF, sa transformation en IFI et le fameux prélèvement forfaitaire sur les revenus du capital. Et ce modèle a conçu qu'il y aurait 50 000 emplois à long terme et une augmentation du PIB de 0,5 points. Le président de la commission du Sénat est aussi favorable, y compris à la suppression de l'IFI.
C'est-à-dire que vous me dites que... Non, pas le président de la commission des finances du Sénat, il est socialiste. C'est plutôt le rapporteur général. Pardon, excusez-moi. Pardon, excusez-moi, j'avais compris rapporteur général. C'est pas un problème. Ne troublez pas la question de Romaric. La vraie question qu'on peut se poser, c'est que vous avez pris cette mesure, et notamment la mesure concernant la flat tax ou le PFU sur les revenus du capital, pour favoriser l'investissement productif et favoriser la réindustrialisation de la France. Vous avez lancé notamment quelques mesures lundi sur ce sujet. Mais faire une mesure qui est simplement une mesure quantitative en faisant une flat tax à 30% sans rien flécher, est-ce que ça ne va pas, comme le disait Christopher Dembicke tout à l'heure, est-ce que ça ne va pas simplement drainer de l'argent, subventionner les marchés financiers, y compris les marchés financiers internationaux, et finalement ne pas aller aujourd'hui, alors qu'on est dans un monde où justement le capital circule librement, est-ce qu'aujourd'hui, ça ne va pas simplement ne pas aller vers cet investissement productif, mais plutôt vers des investissements non productifs? Un cadeau aux spéculateurs. Écoutez, moi je pense que vous faites une différence entre des investissements productifs et non productifs. Si ça va dans des prises de participation dans des actions d'entreprises françaises, ce n'est pas moi qui vais faire le départ entre est-ce que c'est productif ou est-ce que c'est non productif. C'est du financement à l'économie et c'est plutôt une bonne chose. Et ça va assurer la réindustrialisation de la France? Je pense que quand on finance les entreprises françaises... Quand vous financez aujourd'hui une multinationale française au CAC 40, en achetant une action du CAC 40, ça crée des emplois en France? En tout cas, qu'est-ce que vous y... D'abord, ça peut. Non, mais d'abord, ça peut. Voilà. Il y a un certain nombre, ça ne vous a pas échappé, d'entreprises françaises, y compris du CAC 40, qui investissent en France. Encore heureux. Oui, mais elles ont aussi beaucoup... Avant, quand il n'y avait pas tous ces dispositifs, elles ont beaucoup investi à l'étranger. Ce sont aussi les vecteurs de la désindustrialisation, les grandes entreprises françaises. Non. Elles qui ont délocalisé. Je pense que vous leur adressez un reproche. Je sais que c'est pas votre gouvernement ne veut pas. Non, mais vous pouvez. Non, mais attendez. Prenez l'exemple de Renault. Vous pouvez très bien dire. Alors, si Renault crée des usines à l'étranger, ça veut dire qu'elle désindustrialise en France. La vérité aujourd'hui, c'est que Renault investit à l'étranger et investit en France. La vérité, c'est que l'usine de Sandouville, à côté du Havre, il y a 7 ans, il était question de la fermer. Aujourd'hui, elle recrute, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas encore autant recruté, et elle est rentable. Ce n'est pas incompatible avec le fait de faire des investissements à l'étranger. Je vais revenir sur un autre exemple que je connais. Il y a à côté du Havre, sur la belle commune de Gonfreville-Lorchet, je le dis parce qu'elle était jusqu'à peu, elle est toujours d'ailleurs administrée par un maire communiste, il y a une usine qui s'appelle l'usine Hercel, qui appartient au groupe Safran, qui est une usine formidable. Bon. Et il fut un temps, elle a recruté 100 personnes par an. C'est vraiment de l'industrie, c'est de la belle industrie, c'est de l'aéronautique, c'est magnifique, c'est superbe, c'est la pointe de la technologie, ça vend pour des industries françaises, ça vend pour des industries américaines, c'est magnifique. Bon. Elle a créé des usines de production au Maroc. Au moment où cette entreprise française a investi au Maroc, il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ah, vous voyez, voilà les vecteurs de la désindustrialisation française ». La vérité, c'est qu'en industrialisant au Maroc, en créant des emplois là-bas, ce qui n'est pas d'ailleurs forcément mauvais, confère la discussion qu'on a eue tout à l'heure, elle a su répartir dans le monde ses coûts et ses compétences. Ça ne l'a pas conduit à fermer des sites en France. Mais le revers de ces anecdotes, M. Philippe, c'est qu'il y a aussi une vraie désindustrialisation en France. Oui, je ne la conteste pas. Et il y a aussi des usines qui ferment et qui font perdre des compétences. Je ne la conteste pas. Je dis simplement que penser que parce qu'une entreprise française investit à l'étranger, ça se traduirait nécessairement par de la désindustrialisation en France, n'est pas une idée conforme à ce que j'ai pu observer dans un certain nombre d'entreprises françaises, et je voulais l'indiquer comme ça. Alors après, vous avez raison, il y a une désindustrialisation en France, et elle est préoccupante. On a perdu plus d'1,5 million d'emplois industriels en 15 ans. Ouais. Donc la situation est extrêmement préoccupante. Mais là encore, j'ai envie de vous dire, elle est préoccupante, et ce qu'on a fait auparavant, les dispositifs de financement extraordinaires que vous évoquiez tout à l'heure, ont manifestement pas bien marché. J'en évoquais pas. Non, vous ne les avez pas évoqués. Mais enfin, vous voyez, le dispositif fiscal tel qu'il existait, que d'une certaine façon, vous donnez le sentiment de reprocher d'avoir supprimé. J'aurais voulu que vous en proposiez d'autres. Il a très mal fonctionné. C'est ça qui me semble assez fascinant. C'est que ça a très mal fonctionné, tout ça. Et donc, nous, on essaie de faire autrement. On essaie de faire autrement en recréant de la compétitivité et, encore une fois, en ne nous arrêtant pas à l'idée que la compétitivité résulterait exclusivement de choix fiscaux. Mais je pense qu'on peut reconnaître ensemble qu'il y a des choix fiscaux
qui désavantage en matière de compétitivité. Et nous, on a voulu corriger ça. Dernière question. Une question concernant le marché du travail. Vous avez évoqué les ordonnances qui ont réformé le marché du travail. Les économistes sont quand même assez partagés sur l'impact de ces ordonnances. Les économistes sont assez souvent partagés, c'est comme les juristes. Oui, bien sûr. Là, ils sont de moins en moins partagés sur l'impact des réformes du marché du travail. Mais bon, peu importe. Mais vous-même, vous avez dit qu'il faut attendre 18 mois, je crois, pour en voir véritablement l'impact. Et tout ça nous amène quand même à une question qui est la partie sécurité de votre plan de flexi-sécurité que vous proposez, que vous revendiquez. Et cette partie sécurité, évidemment, on l'attend et elle pose un vrai problème qui est celui du financement de cette partie sécurité, notamment parce que vous comptez élargir l'assurance chômage aux démissionnaires et aux indépendants, et que ça, évidemment, ça coûte très cher. Et donc la question qu'on se pose naturellement, c'est est-ce que finalement ce coût-là ne va pas être supporté par les chômeurs, par une baisse de la durée d'indemnisation ou une baisse des indemnités. Et dans ce cas, les salariés seraient doublement pénalisés, ils seraient licenciés plus facilement et ils seraient moins indemnisés en cas de chômage. Donc dans ce cas, on ne serait vraiment pas dans une disposition de flexi-sécurité. Finalement, quelle garantie vous pouvez donner aujourd'hui aux salariés que vous allez véritablement avoir les moyens de cette sécurité ? D'abord un mot, vous avez parlé de la plus grande facilité de licenciement, c'est vous qui avez utilisé ce terme. Vous avez peut-être oublié de mentionner que, en matière de sécurité, on avait notamment décidé d'augmenter les indemnités de licenciement. Alors, je ne dis pas du tout que c'est une... Je préfère qu'on ne licencie pas, hein. Mais puisque vous mentionnez ça, vous auriez pu aussi dire qu'en matière de, entre guillemets, sécurité, on avait augmenté, pas un peu d'ailleurs, hein, assez fortement, la question des indemnités de licenciement. Je parle bien des indemnités de licenciement, hein, pas de l'indemnisation ensuite du chômage, mais de l'indemnité de licenciement. Avec un régime qui est dégressif après 10 ans. Non, il reste progressif, mais la hausse est capée au bout de 10 ans. Enfin, c'est quand même. Mais c'est pas rien. Non, c'est pas rien du tout. Je pense que il faudrait vérifier les chiffres. Et je pense que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu une telle augmentation en la matière. Je crois, vraiment. Vous vérifierez parce que je suis sûr que vous allez être attentif à ça. Vous augmentez le tarif, mais vous facilitez le licenciement. Mais entre guillemets, on le sécurise. C'est-à-dire que et je l'assume parfaitement, notre idée c'est de faire en sorte que quand il faut recourir au licenciement, on sache, chacun sache exactement comment ça va se passer. C'est pour ça qu'on a mis un plancher et un plafond et un plafond et un plancher et un plancher, y compris pour des gens qui n'avaient pas le droit à un plancher jusqu'à présent. Et c'est pour ça qu'on a essayé de faire en sorte, par exemple dans les petites entreprises, que le vice de forme n'ait pas le même impact que le vice de fond. Le vice de forme, c'est dans la procédure de licenciement de quelqu'un qui a 3 ou 4 salariés et qui s'y prend pas exactement comme il devrait, la décision est annulée, ce qui provoque un coût considérable pour l'entreprise, et qu'on traite de la même façon que quand le licenciement serait illégal au fond. Et je pense que c'est bien... Ça pose quand même un problème de droit. Non, ça ne pose pas un problème de droit. Ça veut dire qu'on répare le préjudice nié du vice de forme, mais on considère que le vice de forme est moins grave que le vice de fond. Ça ne pose pas un problème vis-à-vis du droit. Mais ça me semble au contraire de bonne politique s'agissant de petites entreprises qui n'ont pas comme des grandes... Du point de vue du salarié, vous avouez que c'est une sécurité qui est quand même très relative quand on a un chômage de 9,7% et un halo de chômage à 19%. Non, je ne crois pas. Je pense qu'au contraire, c'est une bonne décision. Mais pour en revenir à la question des nouveaux droits que vous évoquez, qui ont été évoqués par le président de la République pendant la campagne, c'est exactement l'objet de la discussion avec les partenaires sociaux. Nous discutons avec les organisations. On n'a aucune vision, notamment du financement, notamment du plan de formation des 15 milliards. Aujourd'hui, on n'a aucun élément sur le financement. Vous m'interrogez sur l'assurance chômage. Vous ne me parlez pas du plan compétences de 15 milliards qui relève du grand plan d'investissement. C'est deux sujets qui n'ont rien à voir. Je suis en train de vous parler de la question des nouveaux droits. Non, je suis en train de vous parler de la question, enfin c'est vous qui êtes en train de m'en parler plutôt, de la question des nouveaux droits et donc de la possibilité pour le démissionnaire éventuellement de bénéficier de l'assurance chômage et de la possibilité pour les indépendants d'avoir accès à un dispositif qui relèverait lui aussi d'une forme d'assurance chômage. C'est des dispositions qu'on est en train de discuter avec les organisations syndicales, les organisations patronales. Et c'est une discussion de fond. Ils sont, je crois, impatients de l'avoir. On a commencé au moment de la deuxième vague de discussion qui a commencé mi-octobre à évoquer le sujet. Et on s'est donné jusqu'à la fin du mois de mars pour discuter sur ces sujets et on avancera des propositions. Et vous attendez toujours 1 milliard d'euros du contrôle des chômeurs ?
qui était un des... Encore une fois, j'ai ma méthode. Ma méthode, c'est de discuter avec les organisations syndicales et patronales. Dans une discussion, je ne prétends pas avoir la solution de sortie au moment où j'entre dans la discussion. Pour l'instant, on est dans la phase de discussion et on va y rester encore quelques mois. C'est exactement comme ça que j'ai fait sur les ordonnances travail et je ne m'en plains pas. Je pense que c'était une bonne méthode. Je vais suivre exactement la même.